il y a deux mots dans product market. Enfin, il y a le fit, d'accord, mais il y a le product et le product market. et Donc, product market fit, c'est le fait de dire, écoute, mon produit est prêt pour ce marché. Bonjour, bienvenue dans Business Lab, le podcast. Je suis Pamela Ehanga et dans Business Lab, on parle d'entrepreneuriat. Chaque semaine, dans Business Lab, nous abordons un thème clé de l'entrepreneuriat avec un entrepreneur ou un expert à nos côtés. Le but étant de vous aider à passer à l'action avec des clés et des conseils pratiques et concrets prodigués par des personnes qui sont elles-mêmes déjà passées par là. Cette semaine, on parle du Product Market Fit, un terme bien connu dans l'univers des startups car popularisé par Marc Andreessen, un grand nom de la Silicon Valley. Atteindre le Product Market Fit, c'est-à-dire l'adéquation parfaite entre le produit et son marché, est le principal enjeu pour la pérennité de toute entreprise. Bonjour Valicilla et Jean-Yves Cocou. Bonjour. Vous êtes les fondateurs de Jaye Music, qui englobe, on le verra ensemble, Jaye Music Group, Jaye Music Publishing et Jaye Tech. C'est ça. Bienvenue à vous. Merci. Vous êtes ingénieur de formation, c'est ça ? C'est ça. Et vous avez mis le pied dans l'industrie de la musique. Comment on passe d'ingénieur à l'industrie de la musique ? Bon, en réalité, il n'y avait pas vraiment de souhait au début de passer dans l'industrie de la musique. C'est né d'un constat. Donc on était pour replacer un petit peu dans le contexte. Donc on était ingénieurs, on était tous dans la même école sur des promotions différentes. Et il s'avère que lors d'une période de stage, en fait, on s'est un peu dispersé. Moi, j'étais en Guadeloupe, Vali était au Maroc, puis on avait un associé qui lui était resté sur Paris. Et on s'est rendu compte en réalité que sur ces différents lieux, on entendait plus ou moins les mêmes vagues musicales qui venaient d'Afrique principalement, avec l'émergence de la musique nigériane, avec l'époque du whisky, Davido, etc. Et on s'est rendu compte qu'en fait, à ces différents endroits, on entendait le même style musical, mais on n'avait aucun point de chute pour pouvoir retrouver ces titres et les consommer. Et donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique qui a été soulevée et on a décidé d'y répondre au début dans le cadre un peu scolaire. C'était un projet personnel, mais on a utilisé les ressources scolaires pour pouvoir... Donc vous avez commencé, vous étiez encore étudiant, c'est ça ? Exactement. On a commencé, j'étais encore étudiant, j'étais en 3e année, Jean-Yves était en 4e année. Et on avait notre associé qui était en 5e année. Ok. Donc en fait, depuis la fin des études, on est dedans, quoi. Et ça, on est en quelle année là ? On a commencé en 2016. 2016. Ouais. Et vous avez toujours eu envie d'entreprendre. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'entrepreneuriat du coup ? J'ai bien compris donc l'identification de cette problématique, ouais. Autour de la musique, mais est-ce que l'entrepreneuriat vous a toujours intéressé ? Est-ce que vous disiez il faut que je sois entrepreneur ? Il y a un cadre familial qui fait que qui pousse aussi, qui fait que par mimétisme on suit ce que nos parents ont fait. Le père de Jean-Yves était aussi entrepreneur, mon père était entrepreneur. D'accord. Et quand on est rentré dans cette école d'ingénieur web, notre objectif c'était pas forcément de devenir développeur ou de devenir designer. On avait forcément l'objectif de monter quelque chose, chacun dans son coin, bien entendu. Et il s'est trouvé que du constat du continent africain, de nos origines africaines, on a dit écoute, c'est le truc. On va monter ensemble, on va voir, on va tester. Et il se trouve que à l'école, on avait des projets en commun. Il m'avait déjà invité sur un de ces projets qu'on avait eu en commun. On a travaillé, ça a bien fité. Et ensuite, on s'est mis ensemble. Et vous vous êtes lancé. C'est ça. Encore là. C'est top. On reviendra sur la genèse de Jaye et sur le thème du jour dans un petit instant. Mais juste avant ça, en fait, chaque semaine, je demande à mes invités de me donner leur vision de l'entrepreneuriat en 3 mots. Okay. Vous êtes 2, mais vous avez quand même 3 mots. Je pensais qu'on avait 6 mots, du coup. C'est plus facile. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire ? On utilise souvent les termes d'audace, de vivacité, de piraterie, comme on dit. Et c'est les mots qui nous caractérisent, dans le sens où l'audacité, le fait d'être audacieux. Être entrepreneur, c'est être audacieux, c'est tenter des choses. D'être vif, c'est de pouvoir réagir rapidement sur n'importe quelle opportunité. Et être pirate, c'est aller à l'abordage d'un nouveau marché, de conquérir quelque chose. Mais carrément, puisqu'en plus, vous êtes dans l'univers de la musique et les nouveaux entrants sont assez rares. Donc, j'imagine qu'il faut un mental de pirate complètement là-dessus, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Alors, aujourd'hui, avec vous, Valicilla et Jean-Yves Cocou,
On parle du product market fit, ou comment pour un entrepreneur trouver cette adéquation idéale entre le produit et son marché. C'est un peu la quête du Graal pour tout entrepreneur, pour toute entreprise. Et vous, est-ce que vous estimez aujourd'hui l'avoir trouvé? Alors, petite rectification, c'est pas forcément le Graal de l'entrepreneur. C'est Pourquoi? que quand on s'en va vers le Graal, en fait, il faut la carte. Et le product market fit, c'est la carte qui mène vers le Graal. Et c'est quoi le Graal pour toi? Le Graal, c'est être riche. Ok. Je peux vous le dire tout simplement. Le Graal, c'est être riche et d'avoir une grosse valorisation. Ouais, d'accord. C'est être le roi l'objectif. du monde, faire ses conférences dans le monde entier, avoir des milliers de salariés, etc. Ça, c'est le Graal. Avoir son product market fit, c'est dire ah tiens, j'ai la carte et c'est bon, c'est vraiment la carte. Et la finalité est cochée en fait sur ma carte. Donc le product market fit, effectivement, c'est l'adéquation entre ma proposition de value C'est ça. et le marché. Ouais. Donc j'ai pas raconté n'importe quoi jusqu'ici, ça fonctionne pour de vrai. Ça veut dire qu'il y a une quelque chose. appétence. Ça veut dire que plus qu'une appétence, même il y a une Parce que ça consommation. fonctionne. Ouais. Ça veut dire que j'ai erré pendant. La légende veut qu'avant de trouver son product market fit, il faut faire plus de 30 000 heures dans son entreprise. Vous y êtes? Passé. À 2, 60. Faut être deux. Passé. Non, on l'a dépassé même. Le sujet est que, en tant qu'entrepreneur, à chaque fois qu'on a un petit début de croissance, on se dit ah tiens, j'ai un product market fit. Et le sujet est que non, il faut chuter, croire qu'on a trouvé la carte, se rendre compte que c'est faux. Ouais. On reprend encore le terme de piraterie. Encore une fois, on cherche le trésor. C'est ça. Mais le sujet est que le product market fit, on le sent quand là, par exemple, aujourd'hui, on a lancé notre application au bout de 3 ans d'activité de distribution. En l'espace d'un mois, on a plus de 1500 téléchargements. Oui, ça c'est Sans un. forcément avoir commencé quoi que ce soit, parce que Wow. l'application, la vérité, c'est qu'elle est encore en bêta sur les stores, et qu'il y a 1000 téléchargements, qu'il y a plus de 2000 titres qui sont arrivés, et que en 3 ans, on avait fait 5000 titres, enfin plus de 6000 titres. Donc ça veut dire qu'on a fait un tiers Ça, de nos titres en C'est l'espace top. d'un mois. ça sent Là, bon. on sait que Ça, là, on a quelque voilà, il y a chose, une quelque bonne chose. Voilà. C'est- Là, on sait qu'on a fait quelque chose. Et justement, si on revient à la base, quel est votre produit? Quel est le produit de Jaye et a-t-il évolué à son stade initial et aujourd'hui? Alors, le produit initial de Jaye, nous, la volonté qu'on avait justement en face de la problématique qu'on avait, qui était, on n'arrive pas à consommer les titres qu'on écoute un petit peu partout sur du continent, sur des plateformes, c'était créer une plateforme en fait propriétaire où on pouvait consommer, donc distribuer nous-mêmes et consommer la musique sur une seule et même application. Bien entendu, le projet a évolué. Il n'a pas évolué parce qu'on a changé ou c'est parce qu'on a identifié de nouvelles problématiques, notamment vis-à-vis du marché. On a souvent le marché, c'est un gros mot puisqu'on pense toujours que c'est quelque chose qui est déjà établi, qui est structuré, qui a déjà des normes. Et nous, il s'avère qu'on s'est rendu compte que non, tout était à faire sur le marché et encore plus le marché était à construire. Donc du coup, ça a eu un impact direct sur le produit qui a fait qu'on a dû justement dans le sens du marché, enfin, commencer la construction de notre produit à l'envers. Donc au début, on est parti par la diffusion, et puis on s'est replié entre guillemets sur la distribution parce qu'il fallait d'abord structurer avant de pouvoir diffuser. Donc on arrive justement au fur et à mesure là vers le cheminement du produit final. On l'a toujours gardé en tête, ça a jamais pivoté en réalité. D'accord. C'est Donc qu'il c'était fallait déjà. prendre en compte, bien sûr. Ouais. Tout est, en fait, pour dire la vérité, nous quand on a commencé, donc on est dans La une école vision. d'ingénieur, l'application on l'avait tout de suite. On l'a eu au bout de 3 semaines, elle fonctionnait sur Apple Watch, etc., etc. Ok. C'était très bien, mais on s'est rendu compte que comme le marché lui-même n'était pas structuré, il y a eu des nouvelles problématiques, c'est-à-dire le contenu. Donc c'est bien de pouvoir mettre de la musique à disposition, mais il y a un certain nombre de règles. Donc c'est là où on rentre dans l'étape de la piraterie, parce qu'il faut comprendre ces règles et il faut pouvoir pratiquer pour réaliser comment ça se passe réellement dans l'industrie. Et vous parlez tout à l'heure de marché, mais quel est votre marché? Qui sont vos clients? Où est-ce que parce que c'est une bonne question dans le sens où aujourd'hui nous on a les yeux rivés sur l'Afrique. Sur l'Afrique. On est arrivé sur notre produit final sur plus de 2 milliards d'habitants en Afrique, mais aussi sur la diaspora afrodescendante. Donc on parle d'afrodescendants, on peut aussi englober le Brésil, les Antilles et pourquoi pas les Afro-Américains. Mais, Vraiment au sens large. Exactement, dans le sens large. Mais il se trouve que aujourd'hui notre application, elle est aussi téléchargée de distribution et aussi téléchargée en Russie. Aussi téléchargé au Moyen-Orient. En Égypte. Donc on voit que notre Mais il y a des Africains. alors justement, c'est pas que des Africains. C'est pas que des On Africains. reçoit des sons indiens en plus.
même chinois, on a aussi reçu. Et on se rend compte que la problématique et notre postulat de base, en fait, s'applique pour tous les artistes indépendants de la planète. Et justement, qui ont besoin de voilà quel est le problème et d'intégrité sur toute la chaîne de valeur. Donc, la problématique à laquelle répond votre produit, donc il y a de la distribution. Édition et diffusion. Donc ça répond à quelle problématique? Là, tu venais de le souligner. La problématique de base, c'est de pouvoir en fait entrer dans un marché assez opaque. Mm-hmm. On est sur un marché qui est dominé par 3 grosses entreprises qui seront intouchables jusqu'à la fin des temps. C'est ce qu'on appelle les majors. C'est ça. C'est ça. Les majors qui sont installés sur une dizaine de pays dans le monde, les pays les plus riches, et qui font la règle. Ouais, c'est ça. C'est un sujet. Ça fonctionne très bien. Il se trouve qu'il y a un continent qui est en train de se développer avec une croissance insolente et de nouveaux modes de consommation. Mm-hmm. Ce marché, aujourd'hui vierge de toute structure musicale, vierge de toute industrie à date. Il y a des initiatives privées, personnelles, des artistes indépendants, qui produisent par eux-mêmes leurs titres. L'autoproduction. Exactement. Sauf que l'autoproduction a ses limites. Si j'ai pas de structure, si j'ai pas de solution de diffusion sur mon continent et donc auprès de ma base fan, je suis obligé en fait de pouvoir de me mettre sur YouTube et au petit bonheur de la chance atteindre une cible qui est beaucoup plus large. Donc on a un très faible pourcentage de réussite auprès des artistes africains. On peut les compter sur les doigts d'une main en fait, les artistes qui sont connus à l'étranger. Alors qu'à l'inverse, les artistes américains, les artistes français sont eux connus là-bas et parce qu'ils ont beaucoup plus de choses. Donc nous, on est parti du postulat que aujourd'hui, un artiste indépendant africain, pour pouvoir, en plus des revenus liés au live, a besoin d'une structure et doit être connu auprès de sa diaspora. Donc ça, c'est notre premier postulat au vu en fait de notre objectif final de faire une application de consommation digitale dédiée au continent africain, avec de la musique et du contenu africain. Alors, c'est pour les artistes africains à la base. À la base, oui. À la base, c'est pour les artistes africains, pour une audience africaine. Pour leur marché local, où ils avaient vraiment, ces artistes-là ont vraiment des velléités internationales. Tout artiste vous dira qu'il a une velléité internationale, mais le sujet étant que il faut pouvoir être consommé sur place. Ouais. Et si je suis consommé sur place, et le vrai sujet qu'on n'évoque pas depuis tout à l'heure, c'est la piraterie négative, la piraterie de titres. C'est-à-dire oui, en effet, c'est vrai. Négatif, c'est qu'aujourd'hui dans la musique, il y a le streaming, il y a le téléchargement illégal, oui. Sauf qu'il y avait le téléchargement en Europe avant Napster, Deezer, Spotify. C'était la base, on avait tous notre disque dur. Jusqu'au moment où on s'est dit, mais attends, je peux payer 10 balles par mois et en fait j'ai tout en illimité. Ça a révolutionné l'industrie. Il y a une adéquation entre tous les éléments en fait entre la connexion, entre le fait d'avoir un téléphone portable, avoir auto de bancarisation. La bancarisation qui était au top. Sauf qu'aujourd'hui on est sur un marché où, petite anecdote, en Guinée, on faisait le tour du pays, on était avec un manager d'un artiste qui était en train de préparer un concert, 80 000 places au stade. Concert de fou d'ailleurs. Un grand artiste alors, 80. Un grand groupe, banlieusard. Et ce manager dit, mince, il faut qu'on répète, mais j'ai plus les titres de mes artistes. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On est parti au marché noir et on a acheté un CD. De son artiste. Incroyable. Ouais, c'est bizarre. Parce qu'il ne pouvait pas le retrouver sur Spotify. Il n'y a pas Spotify en Afrique. Il ne pouvait pas le retrouver sur les plateformes de streaming puisqu'il n'y a pas. Et la notion même de streamer aujourd'hui dans certains pays africains n'est pas à l'ordre du jour parce qu'on n'a pas encore cette adéquation de marché. Alors ça c'est intéressant ce que vous nous dites. Ça veut dire que le market fit est aussi à différents degrés de maturité selon le marché qu'on a. Exactement. Donc comment vous gérez en fait ces différences de maturité? L'idée justement via cette différence de maturité, c'était de créer un standard déjà. Et créer un standard le plus simple possible pour qu'il soit accessible pour tous. Ça reste déjà une problématique au niveau des différents pays. Souvent on dit l'Afrique, mais l'Afrique c'est 54 pays, c'est 54 réalités, il y a on peut multiplier par 5 le nombre de langues qu'il y a sur le territoire. Donc c'est vraiment compliqué d'identifier ou d'être efficace sur tout en même temps. Donc l'idée c'était de créer un standard et de se dire OK, voilà l'industrie, voilà comment elle fonctionne.
Voilà les différentes problématiques qu'on a repérées sur le terrain avec des vrais acteurs du marché. Donc déjà, il faut se rapprocher des vrais acteurs du marché. Alors ça, c'est peut-être aussi une clé pour les personnes qui nous écoutent. Donc tout bon product market fit commence par une analyse de son marché. C'est ça. Et une connaissance absolue de sa cible. Le mot absolu est intéressant dans le sens où au début, nous on avait cette vision très digitale. On peut tout gérer de l'Afrique à partir de la France. On fait des sponsors, on a des discussions, on fait remplir des questionnaires, etc. Et en réalité, on était très loin des réalités qu'il y avait sur les différents territoires. Et une fois qu'on est arrivé justement, et on reprend cette anecdote et on a vu ce qui s'est passé avec le manager, on a réellement compris le besoin entre guillemets en B2B, puisque ça posait une problématique dans l'industrie. Un manager d'un artiste qui n'a pas les titres de son artiste, c'est un problème. Au moment même où chez nous on consomme de la musique sur Spotify et que c'est même pas un sujet de chercher un titre. De l'autre côté, il y a cette difficulté justement de mettre en avant et de mettre à disposition ces titres-là. Et c'est de là en fait qu'est partie entre guillemets la marche arrière pour pouvoir construire plutôt que juste servir un produit et voir ce qu'il en est. Et c'est à partir de là qu'on a réellement identifié, ok, c'est quoi le marché, quelles sont les contraintes du marché, les réalités du marché, qui sont les clients, autant sur le côté B2B que B2C, puisqu'on est en B2B2C. Voilà. Et ensuite construire ce qu'on appelle le produit, en tout cas l'architecture du produit. En B2B2C, ça veut dire que vos premiers clients sont des professionnels, des professionnels du milieu, les artistes ou les labels qu'on considère comme les B2B. Voilà. Et tout-ci, puisqu'ensuite l'idée c'est d'avoir le grand public, qui diffuse au grand public. Donc ça, vous êtes reparti en arrière, donc pour créer un produit, pour créer une architecture sur laquelle on va pouvoir se baser pour faire scaler tous nos produits en fait. Alors quand tu dis architecture, une architecture c'est comme je disais tout à l'heure, quelle est la réalité du terrain, quelles sont les contraintes. Donc contraintes, solutions. On sait que le produit va évoluer plus ou moins comme ça, que ce soit le produit de diffusion, que ce soit la gestion des droits. Donc il faut un socle en fait, créer le socle, la base qui nous permettra derrière de développer tous les micro-produits qu'on veut implanter. Et en gardant un standard, c'est-à-dire que ce soit en Guinée, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Niger, la base est la même. Et le fonctionnement est le même. Et aujourd'hui, avant l'arrivée du digital, la musique c'était très opaque, ça l'est toujours pour tout le monde. Et cette volonté justement de transparence sur voilà les process, voilà comment on fonctionne, voilà qui doit faire quoi et comment on le structure, c'est donner un accès, notamment par exemple au produit de la distribution aujourd'hui. Un artiste peut distribuer son titre via l'application Jaye en moins de 1 minute 30. D'accord. Voilà. Ça c'est révolutionnaire en fait. C'est révolutionnaire, mais il a fallu c'est le produit de 3 années. Voilà, d'accord. De compréhension de toutes les contraintes qui existent sur ce type de sujet-là pour pouvoir les réduire et créer cette architecture, ce socle qui simplifie d'ores et déjà l'usage en fait. Et pendant ces 3 premières années, quel était votre modèle économique ? Enfin, qu'est-ce qui faisait que l'entreprise tournait en fait ? Ça, c'est la spécificité de Jaye, et de notre démarche plutôt. C'est d'avancer dans un premier temps en bon père de famille, le temps de pouvoir atteindre ce product market fit. C'est-à-dire que, en reprenant ce que Jean vient de dire, le mot, c'est l'adaptation. Oui. Et sur cette adaptation-là, on a remarqué que les artistes avaient besoin de promotion. Donc en fait, on a commencé sur un modèle qu'on connaissait bien dans le web, c'était les awards. Donc on récupérait une dizaine de titres, de clips par jour, et on les mettait en avant pour faire la promotion. Et en fait, on testait le modèle d'acquisition en B2B2C. Donc ça a été la première étape. Donc c'était gratuit, on faisait pas de sous encore à cette époque, mais on gagnait de la crédibilité. On a permis de passer notre chaîne Facebook de 5000 abonnés à plus de 100 000 abonnés en l'espace de 2 ans, en faisant ce système d'acquisition-là. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que avant même d'avoir votre produit exactement, vous avez constitué une communauté. Exactement. Et vous avez mis tous vos efforts pour l'acquisition et la constitution de cette communauté. La communauté permet d'avoir des retours utilisateurs en direct pour savoir est-ce que je peux tester cette proposition-là. Est-ce que je vais dans la bonne direction? S'il y a un écho, je commence à monter un produit. Donc ce qu'on a fait, c'est que nous on a cristallisé ça sur un site où en fait les fans venaient voter. Donc on incitait les artistes dans un concours à venir appeler leurs fans à venir voter. Donc nous on récupérait derrière de la data, etc. Donc et les contacts des artistes et les contacts des auditeurs.
ce qui nous a fait aujourd'hui une base de plus de 20 000 contacts, à la fois artistes, professionnels, et aussi d'une audience qui nous permet de faire de la curation. La deuxième étape, c'était de savoir si on écoutait effectivement de la musique africaine en Afrique. Parce qu'il y a aussi ce postulat de dire que non, mais ils écoutent de la musique qu'on écoute ici, en étant européano-centré ou bien américano-centré. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a muté le produit en étant le site de l'actualité de la musique afro. Donc vous avez défini un positionnement en fait. On teste le positionnement. Ouais. Premier positionnement B2B aussi, validé avec une croissance sur les KPI, c'était là les followers sur les réseaux sociaux. Et deuxième étape, savoir si en fait les Africains pouvaient en fait à travers des notifications aller écouter de la musique qu'on leur envoyait. Connaître la force en fait de J Music Group auprès de l'audience et savoir si c'était pas juste une acquisition en B2B2C temporaire parce qu'on les avait sollicités. Bien sûr. Donc on a vu que c'était pérenne. On envoyait tous les jours le dernier titre. On était à l'époque de MHD à l'époque, donc ça fonctionnait bien. L'afro-trap, etc. On avait aussi des artistes en Afrique qui nous envoyaient maintenant leurs titres pour pouvoir le faire partager sur nos groupes. Donc on avait 3-4 téléphones et on envoyait des titres sur des groupes WhatsApp. Et de fil en aiguille, ça nous a fait une réputation, une grosse audience. Et tout d'un coup, un manager en Guinée nous appelle et dit « Écoutez, ce que vous faites, c'est excellent. Est-ce que vous pouvez venir en Guinée, voir comment ça se passe ?» Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre billet pour 2 jours après. Waouh, réactif. Voilà, action-réaction. Si bien qu'on n'avait même pas pris les visas, on avait oublié la réalité. On n'avait pas fait le truc. Donc vous étiez trop chaud. Trop chaud. Donc on a pleuré à l'ambassade, on passe des anecdotes, et on arrive sur place, et les mecs arrivent à l'aéroport et nous regardent, ils sont surpris. Ah, vous êtes venus ? Et là, ils nous ont respectés. Donc on a fait le tour de toutes les télévisions, toutes les radios. Pour présenter... Comme on dit, on revient toujours sur ces valeurs de vivacité, d'audace. Et ça nous a ouvert la Guinée. Et 2 ans plus tard, aujourd'hui, on est label numéro 1 en Guinée. On a boosté le nombre de vues sur YouTube. On a boosté la distribution sur place en faisant des masterclass permanentes sur le pays. Et ça nous a fait vraie présence média. Sur le Mali, le Sénégal. On a arrêté. Oui, il y a tout un rayonnement ensuite. Donc ça, c'est super important de pouvoir en fait évoluer son produit selon effectivement le marché et ne pas être rigide sur sa volonté d'imposer un produit, de s'adapter. Et ça, c'est notre force aujourd'hui. On sait s'adapter à chaque marché. Et on sait que la solution qu'on apporte en Guinée ne sera pas forcément celle qu'on va apporter d'ici la fin de l'année en Côte d'Ivoire. Parce que le marché est un peu plus évolué. Et différent, en tout cas. La concurrence est différente. Et c'est différent. On a une unité de produit, le socle. Donc, Jaye, c'est l'état d'esprit. Mais le produit en lui-même doit pouvoir avoir ses spécificités dans son pays. Bien sûr. Think global, act local. Exactement. Et pour revenir du coup à la thématique, donc comment valider son product market fit. Donc si je synthétise, c'est là vous avez vraiment fait une observation de votre marché et une adaptation constante en mettant en place des premières actions marketing, j'imagine, pour faire de l'acquisition et vérifier l'activation du coup dans le deuxième temps, c'est-à-dire que c'est pas juste un ponctuel, mais que déjà, est-ce qu'il y a réellement un marché ? Voilà. Est-ce qu'il y a réellement un marché ? Est-ce que le produit qu'on pensait en amont est réellement celui qui va convenir au marché en question ? Est-ce que ça va être sous la forme sous laquelle on a pensé en question ? Et bien en amont, du coup, tester différents petits tests, différents petits événements pour pouvoir voir comment ça répond et on s'adapte au fur et à mesure. Il y a cette notion aussi de bootstrapper qui est à la mode à l'époque. Ouais. Et si on parle un peu en français, bootstrapper. Sorry, my English is Effectivement, c'est le fait de pouvoir faire un petit produit sans forcément le développer en dur et de faire un petit truc avec un fichier Excel, etc. Ouais. Donc c'est un peu ce qu'on faisait. Donc là, ça me fait penser au MVP en fait, un produit minimum viable en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire au minimum pour tester son produit ? Sans forcément avoir à débourser des parts et cristalliser le produit. Et si tu t'es trompé, tu te trompes lourdement. Et ça fait mal. Et ça coûte très très cher. Ça coûte cher. Donc le sujet, c'est de pouvoir tester sa proposition value auprès d'une audience. Deuxièmement,
Ta proposition de valeur pour les non trop comme moi. C'est ça. Et deuxièmement, le tester avec un produit ensuite. Et à partir du produit, MVP, vraiment un produit basique. Et à quoi ressemblait votre MVP? C'était un site de Words, je like pas. Voilà. Okay. Et celui qui a le plus de likes, il gagne. Et c'est très viral aussi. C'est très viral parce que derrière, on développait une quantité d'assets en fait qui se déployait sur tous les réseaux et donc qui nous apportait de la visibilité. Tu le dis comme ça, c'était tous les jours, c'était 3-4 heures sur Photoshop. Sur Photoshop, c'était tout bon. Alors voilà, c'est ça aussi qu'il faut dire. Ah oui, les droits d'auteur. C'est ça. Non, il y avait pas trop de. Ouais. C'est ça. La piraterie. C'est ça. On y revient. C'est la zone grise. C'est la zone grise et du coup, ça a réveillé pas mal de monde cette zone grise là parce qu'on s'est rapidement confronté aux majors. Au vu de toute l'énergie qui était déployée, parce que comme il dit, c'était des heures sur Photoshop, c'était des heures sur Adobe Premiere, on faisait une quantité incroyable d'assets pour réellement inonder les réseaux, si bien qu'à un moment on se demande d'assets on peut traduire de contenu, de contenu, voilà, sur Instagram, pour Facebook, etc. Et donc ça réveille les acteurs du marché qui disent c'est qui ces gens-là, mais c'est quoi, quelle est votre volonté, qu'est-ce que vous faites. Donc voilà, là faut être prudent et puis il faut être oui, parce qu'il faut pas se mettre les majors à dos, non? Est-ce que ça a été est-ce que ça a été un sujet? Ça a été un léger sujet, mais dans le sens où puisqu'on nous a convoqués. On nous a convoqués, comme dans la série Validée, je sais pas si vous l'avez vu. Là, c'est plus le côté, Non, mais là, c'était plus le côté corpo, donc c'est costaud, quoi. Ok. Les représailles peuvent être beaucoup plus terribles que dans la série Validée. Le sujet, c'est que, en ayant compris notre volonté, certaines majors, sans citer de nom, nous ont proposé en fait du contenu pour qu'on puisse en faire la promotion sur le territoire, parce que au final on a réussi à avoir une audience assez large sur l'Afrique de l'Ouest pour commencer de promotion. Donc on a reçu des contenus à la fin une fois qu'ils avaient compris, et une fois qu'on a switché, on est passé à la deuxième étape. Des artistes nous ont demandé est-ce que eux pouvaient être sur Spotify, sur Deezer. Et là on parle plus d'artistes africains, on parle d'artistes urbains en France. Ok. Parce qu'on touchait aussi bien les artistes antillais, les artistes urbains en France et les artistes africains. Donc les artistes urbains nous ont dit oui. Vous faites nous aussi. Est-ce que nous aussi ça nous intéresse. Exactement. Spotify. Et là on est passé sur la troisième étape de notre projet. Et là ça a été la monétisation. Donc là on a fait nos premiers revenus. Et ça, c'était donc 3 ans après le lancement, c'est ça? C'était en fin 2017. D'accord. Ah oui, ça a été vite quand même. Ça a été hyper rapide. Ça a été rapide, c'est cool. Et à ce moment-là, on a commencé à préparer notre catalogue. Donc c'était vraiment ça, c'était prévu de préparer son catalogue et de le monétiser. Alors un catalogue pour les gens qui sont pas de la musique, de titres et d'artistes qui sont référencés, sur lesquels on a des droits du coup. C'est ça. Donc là, c'était les droits de distribution. Les droits de distribution, c'est-à-dire que l'artiste, lui, est indépendant. Il est producteur de son titre. D'accord. C'est un partenariat, en fait. C'est un peu ça. Oui, c'est ça, un partenariat. Il confie son titre à une entreprise qui est le distributeur pour que celui-ci, en échange d'un pourcentage, le diffuse sur l'ensemble des plateformes de streaming, dont YouTube. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un deal, en fait, avec une structure qui s'appelle Believe, numéro 1 mondial, un contrat préférentiel avec un bon taux qui nous permet d'être attractifs toujours auprès des artistes. Et on a collecté, première année, pas mal de titres au début. Et là, on s'est dit, ok, ça va beaucoup plus vite que la timeline initiale prévue. C'est ça. Et on se rend compte que au lieu d'avoir beaucoup plus d'artistes africains en premier temps, on a beaucoup plus d'artistes français. Et là, à surprise, on a eu de très très gros succès, puisqu'on a eu quasiment toute la scène actuelle qui est signée, en fait, est passée par Jaye. Donc on s'est spécialisé en France sur cette année comme les primo-distributeurs sur lesquels il faut aller pour
pour péter. pouvoir percer. Voilà, C'est ça, pour ouais. percer, pour être détecté. Et on faisait ça. De très bons scouts. On faisait ça de manière minutieuse, avec un bon suivi, avec les chiffres. Donc ça, c'est un premier, on peut parler de pivot, en fait, parce que c'était pas le sujet pivot de initial. marché. En fait, c'est un pivot Ouais, de de marché. marché. C'est le marché Oui. qui nous a rattrapés. Voilà. On n'a pas forcément bougé C'est une le opportunité produit. de C'est ça. marché. Exactement. Mhm. Et donc non, ça a été une aventure spéciale, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que la problématique n'était pas forcément africaine. La problématique était liée au marché, qui est opaque et qui l'est pour tout le monde, qui était difficile d'accès, qui l'était pour tout le monde. Et en fait, comme disait Vali, sur cette force de détection, à partir d'un moment, puisqu'on est rentré réellement dans le vif du sujet, on arrive sur la data, on arrive sur la consommation, on arrive sur le chiffre d'affaires. On pouvait rapidement identifier qui était bon sur YouTube à 300 vues, qui allait devenir quoi, qui allait partir à quel moment, quel major aurait été potentiellement intéressé par quel artiste. D'accord, vous aviez développé tout un algorithme, en fait, enfin, en tout cas des... Une force d'analyse. Une force d'analyse de toute la data qu'on arrivait à recueillir. C'est super important, ça. Et L'expérience qu'il faut ouais. avoir. Oui, justement, l'une des questions, c'était quel indicateur suivre pour savoir si si on a atteint le product market fit. Bah, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que il faut avoir sa KPI, enfin, dans le milieu, sa North Star Metrics. Pour nous, elle est liée au séquençage de l'évolution. On a notre objectif qui est d'être le Netflix de la musique africaine à l'horizon de fin 2022. Mais pour arriver à cette étape-là, on a plusieurs étapes. Et pendant ces étapes-là, on a notre une KPI métrique principale. par étape. Et ça, Les c'est indicateurs super clés de important. performance Exactement. par étape. C'est ça. La première, c'était le nombre d'abonnés sur nos réseaux sociaux. La seconde, c'était en fait le taux d'ouverture de nos notifications auprès de l'audience africaine. Et la seconde, c'est le nombre de titres qu'on reçoit. Ensuite, ça a été le chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, c'est le nombre de téléchargements de notre application. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui est super important. Pourquoi ? Parce que il faut savoir suivre le bon indicateur. Et exactement. Sinon, on peut on rapidement tombe dans se le piège tromper. des vanity metrics. Vanity metrics, donc c'est plus par rapport à l'ego, en fait, les nombres, C'est ça. le nombre de followers, est-ce que ça compte? C'est ça. Bah, est-ce que j'ai ça ? Est-ce que j'ai un product market fit parce que j'ai 100 000 abonnés ? On l'a cru un moment et on a vu que non, en fait. Pourquoi ? Parce que derrière, on dépend d'un produit de quelqu'un d'autre, donc de Facebook, et qui lui, en fait, change son algorithme tous les jours. Donc, en fait, c'est pas un indicateur clé sur lequel je peux me reposer. Ça l'était à l'époque parce qu'on faisait des bons sponsors avec un taux de conversion ridicule. Sauf qu'aujourd'hui, pour avoir ces mêmes taux, il faut mettre beaucoup plus de sous. Exactement. Sauf que si je mets beaucoup plus de sous sur le produit de quelqu'un, lui, c'est lui qui gagne. Ouais, c'est ça. Mais la mienne, elle est un peu tendue et derrière, j'ai rien. Donc derrière, ça a été le nombre de titres qu'on recevait sur notre catalogue en distribution, ça a été notre chiffre d'affaires, ça a été le nombre de pépites qu'on arrive à découvrir. Qu'on avait. Et là, on est monté sur de beaux artistes, sur de belles choses. Ça nous a permis de développer cet algorithme qui nous permet de prévoir qui et quand la personne va percer entre guillemets. Et de ce fait, on s'est dit, écoute, on tient quelque chose et on va aller maintenant, une fois qu'on a utilisé la France comme labo, d'accord, on va le déployer maintenant en Afrique. C'est hyper intéressant ce que vous dites, c'est qu'il faut vraiment y aller étape par étape, parce que quand on commence quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on peut être submergé par tout ce qu'il y a à faire, et souvent si on est tout seul ou deux, enfin c'est compliqué. Submergé, et puis on peut souvent suivre les mauvaises métriques ou aller vers le mauvais objectif. Ouais. Donc déjà, la notion de séquencier est indispensable. Ça permet d'avoir un recul beaucoup plus rapidement que si on allait tout faire en même temps. Et deux, il faut réellement prendre le temps d'analyser ce qui se passe à chaque étape, parce qu'on peut passer à côté d'une information qui est clé, indispensable, quoi. et qui est clé dans le business, et se planter beaucoup plus loin parce que on est passé à côté, quoi. Très intéressant. Donc, on est sur le product market fit. On a vu que ça se faisait par étapes et qu'il fallait pas griller, justement, pas aller trop vite et suivre les bons indicateurs. Je vais prendre une autre question. C'est Sophie du 19e qui dit « Je ne suis pas sûre d'avoir réellement trouvé le bon market fit. Pour autant, j'ai besoin d'investir pour développer mon branding et me faire connaître. Je pense à faire une levée de fonds. Quel est le bon moment dans le cycle d'une start-up pour lever des fonds? Est-ce que c'est pas trop tôt si elle n'a pas son market fit? Ça dépend, en fait. Il y a plusieurs étapes aussi dans une levée de fonds. Il y a la Love Money qu'on entame au début. On a effectué aussi. Love Money, alors c'est vraiment son entourage proche. Voilà, des personnes qui croient en nous. Avant de croire au projet, de croire en nous parce qu'ils nous aiment. Donc
irrationnel à un autre niveau, puisque on investit aussi de manière rationnelle, mais c'est quand même maîtrisé. Enfin, il y a des risqués, etc. Mais la love money, je mets parce que je t'aime, parce que t'es mon fils, etc. Donc ça c'est un premier levé et ça compte. Et si on l'a déjà fait et qu'on a toujours pas si on l'a déjà fait, on peut se planter. C'est normal. Ça fait partie de l'expérience. De se tromper. L'objectif d'aller vers le succès, c'est d'avancer d'échec en échec avec enthousiasme. Donc, si je me suis trompé, il faut savoir pourquoi je me suis trompé. Donc là, on revient sur l'analyse des retours. Après, nous, on est un peu biaisé puisque dans notre formation, on a une spécificité orientée vers la data. Ce qui fait qu'on aborde notre marché de manière chiffrée, séquencée. Beaucoup plus mathématique, avec des chiffres. Ça, c'est aussi important. Mais pour répondre à Sophie, tout dépend de son niveau d'évolution. On peut aussi lever pour rechercher son product market fit. Donc ça va être des levées beaucoup plus restreintes. Mm-hmm. Mais derrière, tout dépend de du plan qu'elle a établi pour atteindre son objectif. Donc c'est pas trop tôt. Il est jamais trop tôt entre guillemets pour lever, sauf si effectivement on ne connaît rien à son marché. La connaissance absolue de son marché est nécessaire, mais une connaissance, une intuition, c'est déjà bon pour faire une petite levée, pour aller chercher quelque chose. Parce que je vais chercher une carte. Mais est-ce qu'il faut pas aussi être capable de prouver qu'on sait faire rentrer de l'argent avant d'en demander? En fait, c'est... je sais pas. Alors, c'est très compliqué. Ça serait logique, non? On peut dire que c'est très logique. Ça paraît logique. Maintenant, la problématique, elle est où? Elle est que si on reprend par exemple notre histoire à nous, avant de faire rentrer l'argent, il y a eu bien des étapes. Ouais. Et justement, le vice quand on fait rentrer de l'argent, c'est que peut-être qu'on fait rentrer de l'argent sur le mauvais point. Et donc, on est tenté de développer cette thématique-là puisque c'est là où je gagne de l'argent. Et donc là, on fait un pivot sans réellement s'en rendre compte et on suit les mauvaises métriques. Donc du coup, on fait plus du tout la même histoire et on peut se retrouver dans ce piège-là parce que j'ai levé sur une base de je fais déjà de l'argent dans tel milieu, sur tel métier. Et on est totalement décentré de l'idée qu'on avait en amont, donc de l'analyse du marché qu'on avait en amont, puisque tout se focalise sur là où on fait de l'argent. Donc faut pas ça peut être un piège. Ça peut être un piège. Ça peut être un très gros piège. Et une fois que l'argent commence à rentrer et qu'il y a une croissance. Et qui part, surtout si on fait pas de rentrée. Exactement. Ça dépend. Ça dépend. Pour même compléter ce que Jean-Yves dit, c'est que avant de trouver son product market fit, il faut aussi savoir l'architecture qu'on veut avoir pour son entreprise pour avoir le revenu principal de sa société. J'explique. C'est-à-dire que il faut savoir valoriser son entreprise et comprendre. Il faut savoir comprendre en fait ce que je suis, ce que je fais. Nous aujourd'hui, on fait de l'argent avec la distribution, mais on sait que la distribution c'est juste un flux de revenus. Le véritable flux arrivera plus tard avec notre application de streaming dédiée. Aujourd'hui, le piège qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, écoute, on a fait de l'argent, on a fait 1 million d'euros en 3 ans, du coup c'est bon, on continue comme ça, on tire le BP comme ça. Ouais, mais non en fait. L'objectif c'est de faire 10 fois plus chaque année avec une application et qui va se bonifier avec l'adéquation de l'écosystème, avec l'arrivée d'une bonne connexion internet, la bancarisation en Afrique et l'habitude de l'implantation du streaming comme notion de consommation de la musique. Mais le choix qui est fait est de se dire, écoute, je sais que mon entreprise, c'est ça. Et cette simple phrase est super compliquée dans la vie de tous les jours d'un entrepreneur. C'est quoi mon entreprise? C'est quoi la vision? C'est quoi la vision? C'est quoi ma vision que j'ai avec mon associé de la société? C'est quoi la vision séquencée que je vais vendre à un entrepreneur pour une levée de fonds? C'est quoi la vision que je vends à tout un être autour d'un café à quelqu'un, ou même là lors d'une interview? Et c'est quoi en fait ma société tout court, à date, ou bien demain, dans 10 ans, ou bien là tout de suite? Et ça, c'est vraiment très compliqué. Donc aujourd'hui, savoir sur quelle histoire je vais lever, c'est tout le métier. Le métier. Donc il y a une décorrélation entre ce que je vends et ce que je fais tous les jours. Parce que quand je suis en train de faire un asset Photoshop, enfin une image Photoshop, que je l'envoie à Davido qui la repartage, personnellement, je suis content. Parce que j'ai plus 10 000 followers dans l'heure. Plus 10 000 followers dans l'heure parce que c'est fait. Il a repartagé. On a le numéro 1 du continent africain qui repartage mon truc. Mais c'est peanut dans mon business en vrai. Ouais, j'avoue. Il faut pas perdre ses objectifs. Il faut pas perdre les objectifs, mais il faut avoir le recul, puisqu'en fait, la réalité de tous les jours, c'est plus de. C'est des petites victoires aussi. C'est des petites victoires, mais
faut pas s'y arrêter longtemps. Faut pas s'y attacher et faut pas les prendre en référence parce que rapidement on se décentre du vrai sujet. Et la vie de l'entrepreneur fait que justement nous, et on aime le dire comme ça, on va entre guillemets de piraterie en piraterie. Sauf qu'il y a une destination qui est bien précise. Et si on se perd dans ces jeux de colmatage ou de recherche, etc., on perd complètement l'objectif de vue et c'est foutu. Et ça va très très vite puisque on se dit, comme aujourd'hui, on se dit, ok, demain, Jaye, c'est ça. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est que il faut que je gère ça, il faut que je gère telle chose. Donc, c'est ça. Et c'est pas forcément c'est ce que t'es tenté de vendre, puisque c'est ce que tu fais à date. Il faut avoir ce recul en se disant non, voilà l'objectif, il est là-bas. On vend toujours cette vision et ça nous a pris du temps aussi à nous dans le sens où on n'était pas des gens qui communiquaient forcément sur ce qu'on faisait ou comment on le faisait. Nous on savait ce qu'on faisait. Vous le saviez, voilà. Mais et donc il a fallu du coup éduquer même les vos collaborateurs, j'imagine. Et ça a commencé là. Quand on a commencé à recruter, c'est dire ok, on recrute quoi? On leur dit qu'on est une société de distribution. C'est qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, faut toujours avoir ce recul-là et garder l'image de ok, voilà où on va, que ce soit clair pour tout le monde. Et que ce soit limpide aussi, puisque c'est un peu complexe. C'est assez complexe. C'est assez complexe. Excuse-moi. Qui sont à un autre niveau, juste pour revenir sur ça, c'est que aujourd'hui, 60% de notre chiffre d'affaires, il vient d'Europe. Et d'Europe. 40% viennent d'Afrique. Mais idéalement, dans votre esprit, c'est inversé. Notre objectif final, c'est de faire 80-20, 80 en Afrique et 20 en Occident. Mais aujourd'hui, on est dans ça. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je me vends, je dis, écoute, je fais aussi 60% en France parce qu'il y a un besoin. Et aujourd'hui, sur notre application, téléchargement, on a des pays dans lesquels on n'est pas présent, en Afrique. Donc ça, c'est cool. Mais de l'autre côté, on a des téléchargements aux États-Unis et on reçoit des titres des États-Unis. Donc, comment ça rentre dans le logique de dire attends, on essaye. Bien généraliste. Ouais. Non. Faut rester concentré. Il faut avoir son pilier fort. Le reste, c'est sur la ligne du BP, c'est dans autre. C'est bien, c'est cool, ça vient, ça vient pas, c'est pas grave. Il faut laisser dans autre. Et là, il faut se concentrer. Sinon, on disperse les efforts, on disperse toute la charge qu'on va mettre derrière. Différente en fait. Ouais. Oui. Parce que si je m'attaque maintenant aux États-Unis et que je m'attaque au marché français, il y a des acteurs qui sont déjà bien implantés et qui ont beaucoup plus de revenus que moi à date, parce que aujourd'hui on est une start-up, on a des revenus de start-up, même si on a des revenus qui sont cool, mais c'est peanut par rapport à la réalité de l'industrie. Bien sûr. Une entreprise qui est déjà présente, mais en Afrique c'est quelque chose. Ouais. Donc je préfère me concentrer sur votre marché réel, actuellement en cours de développement, sur lequel j'ai beaucoup plus plus de leviers que j'ai misé depuis le début, avec mon image de marque, avec mon audience, avec mes artistes, avec maintenant les passages télévision récurrents de nos artistes, en Afrique, plutôt que de dire il y a une opportunité ici et je vais me battre ici. Il faut résister à l'appel des sirènes, quoi. Absolument. Exactement. Toujours sur y a pas de meilleur. Les pirates. C'est ça. Mais on a beaucoup parlé là dans notre discussion de l'approche test and learn, donc tester, mesurer, apprendre. Et vous, quels enseignements vous pouvez partager avec nous, des choses que vous auriez testées mais qui n'ont pas forcément fonctionné ou sur lesquelles vous pensiez qu'il y aurait plus d'impact et finalement ça n'a pas été le cas? C'est quoi le meilleur exemple? Il y avait l'agence. Sur la promotion. La promotion, ouais. On était parti sur une base de promotion, comme on disait au début de l'histoire, ou de clips. On s'est dit, ok, on a vu qu'on a proposé des choses qui intéressent. Il y a énormément de demandes en promotion, donc il y a une offre à mettre en place. Donc on a créé un site rapidement qui nous permettait de vendre entre guillemets notre savoir-faire. Donc ça allait de la promotion sur les réseaux à des campagnes sur les réseaux sociaux, jusqu'aux clips en réalité. Et c'était intéressant parce que c'était rémunérateur. 2, ça paraissait simple et facile pour nous. Et donc, on a commencé à accélérer sur ce point-là. Sauf qu'effectivement, ça rapportait de l'argent, mais ça nous décentrait de l'objectif principal. Et ça prenait considérablement de temps. Et donc, on s'est rendu compte, au vu de la demande qu'il y avait, que on partait sur une histoire qui n'était pas du tout la nôtre, qui nous prenait énormément de temps et d'argent, et donc, du coup, qui nous mettait même parfois en situation de conflit avec un certain nombre de clients, puisque du coup, oui, mais pourquoi vous le faites pas pour nous? Mais pourquoi vous le faites pas sur ce marché-là? Oui, mais et donc on rentre dans des nouvelles problématiques puisque nous, le défaut et la chance et le défaut qu'on a, c'est qu'on sait faire pas mal de choses. Donc du coup, quand on arrivait sur la musique, on pouvait mettre le titre en ligne, on pouvait faire la promotion et faire le clip, et on est tenté de tout faire parce que il y a des revenus partout.
tout sert entre guillemets notre sujet, mais tout n'est pas réellement bon pour nous. Et donc du coup, ça s'est arrêté presque brutalement entre guillemets. Assez rapidement, parce que encore une fois, comme il dit, quand on fait un truc, on le fait bien, et on le fait de manière scientifique. Et le sujet est que le premier clip qu'on a fait en accompagnement entre guillemets 360, comme si on était une agence, on l'a fait sur Sarkodie. Ouais. Donc, artiste ghanéen, meilleur rappeur d'Afrique. Donc on a fait son clip, 2 clips d'ailleurs, 2 clips, les 2 à plus de 1,5 million de vues. Wow. Louer un château, des voitures, des trucs. Ah ouais, c'est vrai, oui, vous vraiment dans la logistique non, là. Dans tout. C'est-à-dire que l'artiste arrive à l'aéroport et de l'aéroport. Et vous prenez tout en charge. C'est qu'on l'accompagne à Disneyland pour faire des images, tout. Et c'est marrant parce que c'était une expérience. Peut-être pas forcément une erreur en fait, mais ça vous a permis, de vous rendre compte, de voir la réalité. C'est ça. Mais il n'était pas question d'aller plus loin, puisqu'on arrivait au moment où on s'est dit, attends, je peux pas faire ça en fait. Bon, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Est-ce que ça sert notre sujet? Est-ce que c'est ça qu'on va faire? Est-ce qu'on peut accompagner tous les artistes en ce sens-là? Et la réalité est non. En fait, non, dans ce sens, dans la manière on avait fait sous forme de quasi-agence. Ouais. Donc là, ça a sonné le glas de notre activité de promotion. On l'a accompagné sur un featuring avec Gradure au studio. Enfin, on a fait même l'entremise, tout. On a vu, ok, on est bon dans ça, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Mais ça nous a permis de prouver le fait que l'image de marque de Jaye était au top, que les messages qu'on envoyait, les artistes le partageaient pour de vrai, et on a pu atteindre l'artiste numéro 1 du moment qui avait son titre qui était en train d'exploser. Et on était aussi en contact avec un rappeur qui aussi était en train d'exploser. Donc on a vu que on peut aller très loin en fait dans notre carnet d'adresses qui est solide, qui est bien constitué, mais le réseau. Mais c'est pas notre business pas notre business plan. Donc l'agence a été un chemin. On a poussé à l'extrême la promotion, on a vu, on a fait le tour, et ensuite on s'est dit non, il faut se reconcentrer. Donc, on a les retours des artistes qui sont en train de nous dire oui, la distribution, et on s'est dit là on a quelque chose. C'est pas un product market fit, mais c'est une proposition market fit sur le marché, parce qu'on nous dit écoute c'est bon, c'est le moment. Donc on a nos étapes, et l'objectif c'est de dire est-ce que cette étape elle est validée par les utilisateurs. Est-ce qu'ils demandent ça? Ils le demandent. Combien on le demande? Pourquoi ils le demandent? On envoie un formulaire. Est-ce que vous serez d'accord de distribuer? On regarde le pourcentage de oui. S'il faut le faire, on y va. D'accord. Là, on se recentre. Ah oui, c'est ouais. Donc vous avez ce que j'apprécie avec Jaye, avec vous, avec votre démarche, c'est que vous avez vraiment une approche très scientifique, j'ai envie de dire. C'est votre côté ingénieur. Ouais, un peu. On a il y a un process pour tout. Ouais, c'est ça. C'est la même chose. Et comment vous le formalisez, ce process? Enfin, est-ce que déjà la vision, est-ce qu'elle est écrite? Parce que ça peut aussi donner des idées aux gens qui nous écoutent. On l'a écrite au pour début, garder cette vision et ne pas se laisser dérouter. On l'a écrite au début. L'avantage qu'on a, nous, en tout cas, pour notre business, c'est que, la vision, on la prend tout le temps en pleine face dès qu'on arrive sur le territoire. Ça nous recentre tout de suite sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'on a à faire, sur la demande qu'on a. On fait un voyage au Burkina Faso, on a 500 personnes qui nous appellent tous les jours parce que voilà, on a vendu la vision. Eux, ils se restent accrochés à la vision et ils nous suivent pour cette raison-là. Donc c'est la chance qu'on a. C'est le why, c'est savoir pourquoi on fait les choses. Ensuite, on l'a écrit au début, mais comme on processe tout et qu'on le fait de manière entre guillemets naturelle maintenant, d'accord, c'est logique. Et on arrive rapidement à challenger. Des fois, on peut passer 1 heure à challenger une bonne ou une mauvaise idée, alors qu'on est d'accord sur le point, mais il faut l'avocat du diable et voilà. On en discute. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Oui, pourquoi? Ça nous emmène où? Ouais, mais si on gagne là, alors que on est convaincu au début, mais on se rend compte qu'en déconstruisant l'idée et qu'en le mettant en parallèle avec la vision qu'on a, c'est pas toujours un vrai sujet en fait. Donc c'est intéressant, ça peut être cool, mais c'est pas le sujet du moment. Et ça arrive souvent, c'est brainstorming? C'est tous les jours. On était dans le métro, par exemple, on était déjà en train de brainstormer sur quelque chose, sur la prochaine étape. Mais le process, il va tellement loin que, là, on a recruté une stagiaire, enfin 2 stagiaires. Parce qu'on est sous Vous êtes combien, justement? Et vous êtes resté combien de temps tous les deux? On est resté 2 ans et demi. Quasiment, on était 3 pendant 2 ans et demi.
Ensuite, là, je serais incapable de dire on est combien, puisque on recrute, que ce soit ici, que ce soit en Afrique. Moi, j'avais compté une vingtaine de personnes. Ouais, ça ça donne ça, ouais. Grosso modo, c'est une vingtaine de personnes. Mais le sujet est que lorsqu'on recrute une personne, en fait, on lui fait faire ses process. C'est-à-dire que cette personne rédige les process qu'elle applique pour faire sa tâche. Ce qui signifie que si cette personne part, ou bien qu'elle doit avoir du renfort, en fait, la fiche vous savez exactement la fiche de poste. Et ça, c'est super important. Donc ça, c'est au niveau exécution. Et au niveau associé, avec Jean-Yves... Ça, j'imagine que ça a été une force aussi, parce que quand on est tout seul, se poser, se faire des auto-brainstorming, à moins de se donner mal à la tête. Ça donne mal à la tête, et après, nous, et là, d'où l'importance, on en parlait dans le podcast de Aram, justement, c'était cette importance de choisir son associé et de le connaître réellement et d'avoir cette liberté de parler de tout, parce que moi, si j'ai une idée qui me vient en tête à 3h ou à 3h du matin ou 2h30, je vais pas regarder l'heure, je vais l'appeler et on va se poser, on va en discuter parce à que 3h30. Ouais. Le truc c'est quoi, c'est que de nature, je vais pas arriver à passer une vraie nuit et être en forme demain si j'ai pas résolu le problème là en question. D'accord. Donc on se confronte rapidement, OK, c'est quoi le sujet, c'est quoi le problème? Voilà ce que j'ai vu, qu'est-ce que t'en penses? Et on arrive à déconstruire du coup, à construire les histoires très rapidement comme ça et à avancer puisqu'on parle de tout le temps et ça en devient scientifique alors que c'est vraiment naturel, mais plus c'est votre fonctionnement. C'est ça. C'est notre fonctionnement sur une idée, sur le fait même d'envoyer un mail ou le fait d'envoyer quelque chose. Une fois que on brainstorm et qu'on sort quelque chose de ça, c'est très fluide. C'est-à-dire que les actions, j'ai plus besoin de demander à Jean-Yves. Jean-Yves n'a plus besoin de me demander on fait quoi? Non, c'est bon, c'est très clair. On sait ce qu'on a à faire. Chacun a fait. Donc là, on devient totalement bicéphale. Boum, on bombarde. Toi, tu fais ça, et c'est bon. Et justement, par rapport au product market fit, est-ce que vous vous êtes répartis les tâches? Comment vous travaillez Le product market fit, en fait, c'est une sensation. Une fois qu'on y est, pour de vrai, on le sait. Ouais. Là, on le sait. Et c'est assez marrant parce que si on l'avait fait l'interview 2 mois plus tôt, on s'est dit, il arrive. On a les métriques qu'il faut pour la distribution, un beau chiffre d'affaires, on a de beaux clients, de beaux trucs, mais la cristallisation de notre produit, de notre product, c'était cette application. Elle est sortie en janvier. D'accord. Et là, le fait de l'avoir jeté sur les plateformes sans aucune promo dans les médias, parce qu'on n'a pas encore démarré le truc. On a plus de 1500 téléchargements. 1500 téléchargements en quelques jours. Donc là, on le sait. Donc là, les investisseurs sont aussi au courant qu'on est dans le product market fit. Donc en là, fait, quand on a le product market fit, de ce que j'entends et ce que je comprends de vos propos, c'est que il y a une sorte d'urgence. Là, on se sent un peu débordé. On est dans cette urgence. Et en réalité, c'est plus la même urgence puisque jusque-là, l'urgence c'était justement de trouver ce product market fit et de se sentir à l'aise avec celui-ci. Aujourd'hui qu'il est là, c'est une toute autre problématique parce que maintenant on est sur le fait de on a ce qu'on cherchait depuis 3 ans. On y est. Maintenant qu'on y est, il faut vraiment mettre les moyens pour déployer le plan et tout ce qui va avec. Donc quand on a lancé l'application en bêta et qu'on n'a pas fait de promotion, c'était totalement voulu. Maintenant qu'on a le résultat avec la product market fit, on est conscient que il va réellement falloir du coup mettre la gouache sur toutes les étapes qui viennent après. Et c'est plus du tout le même sujet. Donc là, il faut réappréhender la masse salariale, les ressources, les process, les fonds, etc. Les fonds c'est aussi. Une autre histoire. Bon, en tout cas, c'est super intéressant. On n'aura pas le temps de tout aborder, mais on va prendre une dernière question, celle de Jonathan qui m'avait paru intéressante et qui comprenait pas forcément le concept de product market fit et qui demandait est-ce que c'est pas plus une question de positionnement et de marketing? Non, justement, c'est pour ça que c'est très important de dire que le product market fit, quand on y est, on le sait. Et malheureusement, on peut aussi sentir qu'on est dans le product market fit en étant alors sur qu'on n'y est des pas. Vanity Metrics alors qu'on ne l'est pas. Donc c'est pas une question de positionnement, c'est vraiment un alignement entre le marketing, le produit, la vision, l'expérience, vraiment la connaissance absolue, comme tu as pu le dire au début de l'interview, c'est super important.
Et le temps que tu as passé dessus et les échecs que tu as eu, la manière dont tu t'es relevé, et ça c'est super important. La parce stabilité. Qu'aujourd'hui, moi en regardant un clip sur YouTube, je peux savoir combien le mec génère. Je peux savoir sa rentabilité par rapport au marketing qu'il a déployé, etc. Juste en voyant son chiffre sur YouTube. Et je sais. Parce que vous avez tous ces éléments d'analyse derrière. On a déjà fait tourner les chiffres. Et on a fait tourner le truc, on a fait notre approche, je connais. Donc, j'ai même plus besoin de regarder le produit qu'on a fait pour avoir ces chiffres-là, je le connais. Donc, je sais quel pays va arriver. On savait que Spotify allait arriver là dans quelques mois en Afrique. C'est fait. Ça veut dire qu'avant d'avoir la news, on le sentait que ça allait arriver. D'accord. Donc, on est déjà prêt. Vous étiez prêt. C'est ça. Donc, l'adaptation. On a fini avec le marché, on sent que, au moment où on sait qu'il va se passer ça. Il y a deux mots dans product market. Enfin, il y a le fit, d'accord, mais il y a le product et le market. Donc, il faut à la fois connaître son market. Son marché. Le marché. Et derrière, pas forcément connaître son produit, mais tailler son produit pour le marché. Ce marché-là. Donc, le product market fit, c'est le fait de dire, écoute, mon produit est prêt pour ce marché. Sauf que ça veut dire qu'il faut que je connaisse le marché. Exactement. Donc, l'investissement principal pour un investisseur au début, pour un investisseur, pour un entrepreneur, c'est de connaître son marché par cœur et d'apporter une solution, une valeur et pertinente au marché. Une fois qu'on le sait, on le sait. Une fois qu'on l'a, on l'a. C'est top, merci pour tous ces éléments. C'est presque la fin de l'émission, donc vous avez bien resynthétisé le concept de Product Market Fit, et merci beaucoup pour tous ces témoignages et tout ce partage d'expérience. Je vais vous laisser le mot de la fin. Quel dernier conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui cherche encore son Product Market Fit? On a souvent des concepts et des choses assez floues sur le product, sur le marché, etc. Le premier point, c'est connaître son marché. Prenez le temps de, quand on dit connaître son marché, c'est qui sont les acteurs, qui sont les clients. Est-ce que c'est du B2B? Est-ce que c'est du B2C? Pourquoi? Quel est le comportement du marché? Le comportement des acteurs du marché et quelles sont les réalités. Quand on dit les réalités, c'est les réalités terrain. Ouais, c'est pas simplement du théorique et derrière son ordinateur à faire des études. Aller voir c'est quoi le tissu, aller voir où c'est fabriqué, aller sur le terrain. Quelles sont les problématiques. Enfin, tous ces points-là, c'est une réelle analyse du terrain et une mise en perspective. Des infos des fois qu'on a, parce qu'aujourd'hui on a découvert ça et qu'on a l'impression que c'est le sujet. Une fois qu'on a une nouvelle info qui tombe, quand on les met en perspective, on se rend compte que ok, il y a peut-être autre chose à faire ou c'est pas vraiment un problème. Donc c'est une analyse précise de ce qu'est le marché. Alors c'est la fin. Vous venez de nous dire que l'application Jaye, ça y est, elle est disponible. Donc on vous retrouve sur tous les stores, c'est ça? C'est ça. Sur tous les stores, sur jaye.com/manifeste pour un peu plus comprendre ce qu'est Jaye, et sur tous les stores et aussi sur notre catalogue que vous retrouvez aussi sur jaye.com playlist. Pour écouter sans modération pour le moment les titres sur les plateformes connues. Merci à vous d'avoir été nos invités. J'ai pas l'habitude de parler au pluriel. C'est pas grave, on n'est pas beaucoup, on est un comme on dit. C'est ça. Ça va. Merci beaucoup Valicilla, merci beaucoup Jean-Yves Cocou. On vous retrouve très vite sur Jaye et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de Business Lab et d'ici là, prenez soin de vous. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à commenter, à liker et même encore mieux, à nous laisser 5 étoiles. Et pour ne rien rater, pensez également à vous abonner.